Sécurité sociale, nouvelle fronde du RPR, le gouvernement pourrait engager sa responsabilité. Coup de froid sur l'Europe, la Grande-Bretagne refuse de partager son pétrole, la pollution du Rhin divise la France et les Pays-Bas. La Mecque, symbole de l'islam, un document exclusif. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Deux crises en ouverture de ce journal, la nouvelle crise de conscience au sein de l'Europe et puis d'abord un nouveau mouvement d'humeur du Parlement à propos d'un projet de loi sur le financement de la sécurité sociale. Le RPR, je vous le disais hier, souhaitait renvoyer le texte à plus tard. Réaction de Raymond Barre dans l'après-midi, eh bien si c'est comme ça, j'engage à nouveau la responsabilité de mon gouvernement. Alors avant de voir l'aspect politique des choses, je voudrais d'abord que vous preniez connaissance du texte litigieux. Devant une nouvelle flambée des dépenses de sécurité sociale, le gouvernement avait déposé en juin dernier un projet qui visait à faire participer les personnes âgées à cet effort de solidarité. Toujours dans le même souci d'égalité, le texte voulait étendre le prélèvement à toutes les pensions du régime général et non plus seulement aux artisans, aux commerçants, exploitants agricoles et agents de la fonction publique à la retraite. Ces deux personnes s'appellent peut-être Monsieur et Madame Dupont. Ils ont été respectivement salariés de l'industrie et du commerce. Aujourd'hui, ils sont retraités. En France, ils sont environ 4 500 000 dans ce cas. Ce qui fait leur particularité, c'est qu'ils ne cotisent pas à l'assurance maladie. Les autres retraités, les fonctionnaires, les cheminots, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, payent une cotisation. Cotisation variable, il est vrai, qui va de 1,25% pour les retraités de la RATP à près de 4% pour ceux de la SNCF. L'idée du projet de loi est d'aligner plus ou moins les pensionnés du commerce et de l'industrie sur les autres catégories professionnelles. Mais à partir de quel seuil de ressources faut-il instaurer cette taxation? C'est tout l'enjeu du débat parlementaire d'aujourd'hui. Le texte de loi prévoit que seuls les bénéficiaires du Fonds national de solidarité seraient exonérés. Ils sont 800 000 dans ce cas. Restent donc 3 700 000 retraités qui devront dorénavant cotiser à l'assurance maladie si le texte est voté dans son intégralité. Dans ce cas, un célibataire dont les ressources mensuelles sont de 1 500 francs devra payer 18,80 francs tous les mois d'assurance maladie. Voilà pour le texte. Le RPR Jean Falala nous disait dans Antenne de Midi, si le gouvernement veut l'épreuve de force, eh bien il l'aura. Alors peu de temps en effet après l'émission, Raymond Barre demandait à être entendu par le groupe RPR et c'est là qu'il se déclarait prêt à engager la responsabilité du gouvernement, le RPR n'ayant pas changé de position. Alors Daniel Brême, il semble que l'on se dirige à nouveau vers cette nouvelle procédure qui a déjà été utilisée à propos du vote des recettes du budget de l'État. Oui, cela recommence et comme le disait il y a quelques instants Olivier Guichard dans les couloirs, on est reparti pour l'article 49 à la mitraillette, c'est-à-dire la confiance en rafale. Alors M. Barre montera vers minuit à la tribune de l'Assemblée pour engager la responsabilité du gouvernement. Il le fera pour éviter que la motion de renvoi de M. Falala soit votée par les 2/3 des voix du RPR et les 200 voix socialistes et communistes. Est-ce qu'il y a unanimité au groupe du RPR pour l'instant? Écoutez, non, mais si ça ne vous ennuie pas, je voudrais quand même dire que Claude Labbé dit qu'il ne mène pas une guérilla systématique contre le gouvernement, que ce texte est impopulaire, qu'il met 2 rustines à une passoire qui est celle de la sécurité sociale, qu'il vaut mieux tout renvoyer au printemps pour une réforme globale qu'il trouve du reste nécessaire, mais sans s'engager à ce moment-là à la voter. Alors je crois qu'il faut tirer 2 conclusions, c'est que la première, une fois de plus, le RPR rue dans les brancards et dit qu'on néglige ses avis, et la deuxième, que M. Barre va être de plus en plus amené à poser une sorte de question de confiance sous la forme de l'article 49, et ce jusqu'à 1981. S'il veut que les textes qu'il juge importants soient votés, ou alors il ne pourrait plus gouverner, ce qui paraît impossible. Donc c'est un scénario qui peut se répéter souvent? Oui, c'est un scénario qui peut se répéter souvent, mais en ce qui concerne l'unanimité dont vous parliez tout à l'heure, il faut dire qu'un bon tiers des députés RPR estiment que l'attitude de leur groupe est, je cite, aberrante, suicidaire, et ils regrettent la crispation entre le gouvernement et le RPR. Et d'autres appellent ça un malentendu très triste. J'ajouterai simplement que les communistes vont déposer une motion de censure, les socialistes très probablement, mais que le RPR a déjà dit qu'il ne la voterait pas.
Bien, et puis dans les couloirs de l'Assemblée, Jacques Limouzy, ministre chargé des relations avec le Parlement, regrettait d'avoir été obligé d'enlever un autre texte qui n'a aucun rapport avec le précédent, mais qui n'aurait pas été voté. Ce texte visait à faire ratifier par le Parlement français la Convention internationale signée il y a 3 ans à Bonn sur la dépollution du Rhin. Le gouvernement français n'a donc pas respecté ses engagements vis-à-vis de ses partenaires européens, notamment les Allemands, les Luxembourgeois, et surtout les Néerlandais, qui prennent très mal la chose, à tel point qu'ils ont aujourd'hui rappelé leur ambassadeur à Paris pour consultation. L'irritation des Hollandais trouve sa source dans l'exploitation des mines de potasse d'Alsace, qui rejettent dans le Rhin leurs déchets, ce qui a pour conséquence d'augmenter dangereusement la teneur en sel des eaux du fleuve. Regardez. Chaque année, le Rhin charrie près de 18 millions de tonnes de sel, dont 40% en provenance des seules mines de potasse d'Alsace. Pour lutter contre cette pollution, les gouvernements des pays riverains du fleuve, Allemagne fédérale, Pays-Bas, Luxembourg, Suisse et France ont signé une convention à Bonn le 3 décembre 1976. Cette convention a été ratifiée par tous les parlements de ces pays, sauf la France. Elle prévoit notamment qu'au lieu de rejeter l'équivalent de 5,5 millions de tonnes de sel, les mines de potasse d'Alsace en injecteront 2 300 000 tonnes dans le sous-sol du Haut-Rhin. Les autres pays riverains ont déjà avancé d'importantes sommes pour cette solution de rechange. Mais la réaction des élus locaux et de la population en général est très vive. Ils préfèrent voir le sel partir dans le Rhin plutôt que de s'infiltrer dans leur sous-sol au risque d'atteindre la nappe phréatique. Ils proposent notamment la création d'une saline d'1 million de tonnes pouvant recevoir les déchets de sel. En attendant, les autres pays protestent, la Hollande en particulier, pays le plus touché par la pollution du Rhin. Voilà donc pour l'amont, allons vers l'aval, c'est-à-dire vers l'embouchure du Rhin, et je vous assure que l'on n'a pas envie de s'y baigner. Les horticulteurs néerlandais se plaignent encore plus que les baigneurs potentiels. Ils travaillent dans ces innombrables petits canaux qui forment le delta du Rhin, canaux désormais souillés donc, et ils en sont réduits à imaginer des installations destinées à récupérer l'eau de pluie, installations qui coûtent bien sûr très cher. Regardez cet exemple de différence flagrante entre la croissance de différentes fleurs, les unes arrosées avec de l'eau de pluie, les autres avec de l'eau du Rhin. Reportage Alain Duboski. Voilà des chrysanthèmes qui sont poussés dans de l'eau non contaminée, et par là, il y a des plantes qui sont poussées avec de l'eau de Rhin. On a recherché le coupable. C'est le sel rejeté dans le Rhin par la société française qui exploite les mines de potasse d'Alsace. Pourtant, dès 1976, le gouvernement néerlandais versait à la France 45 millions de francs lourds pour qu'elle modifie ses installations alsaciennes. L'argent dort toujours dans les coffres des banques françaises sans résultat. Alors ici, l'eau avec du sel de la France. Et pour nous, c'est le plus important que les mines arrêtent avec mettre le sel dans le Rhin. Et si les ne arrêtent pas, alors c'est nécessaire pour les mines ou les Français, n'importe quoi, que on paye et qu'on paye nos dégâts. 3 horticulteurs ont engagé en 1973 un procès toujours en cours contre les mines de potasse d'Alsace. L'un d'eux, M. Jacques Walsta, résume ce qu'il pense du comportement des dirigeants alsaciens. La meilleure comparaison que l'on puisse faire à propos des pollueurs du Rhin, c'est d'imaginer quelqu'un qui nettoie son jardin, qui coupe les mauvaises herbes, et après, quand tout est fini, balance toutes ces choses dans le jardin du voisin. L'eau du Rhin serait fatale à ces précieuses plantes. Alors, M. Walsta recueille avec précaution l'eau de pluie qui tombe sur les toits de ses serres. Grâce à un système de canalisation, il conduit cette eau vers une réserve, c'est-à-dire un bassin de 3000 mètres cubes fait de bâches. Sa construction a coûté 76 000 francs en 1970. Tous les 5 ans, il faut renouveler les parois, coût 28 000 francs. De plus, ce système fait perdre 3000 mètres carrés de terrain. Selon la fondation Rheinwater, plus de 2,5 millions de tonnes de sel introduits aux Pays-Bas ces 3 derniers mois proviennent des seules mines de potasse d'Alsace. Malgré cela, les autorités françaises ont interrompu la construction d'installations destinées à injecter le sel dans les couches profondes du sol alsacien plutôt que dans le Rhin. Au problème d'arrosage s'ajoute le coût de l'énergie utilisée pour chauffer les serres. Aussi, de nombreux horticulteurs ont bien envie de baisser les bras, ou, comme une trentaine d'entre eux l'a déjà fait, d'aller planter ses oignons aux îles Canaries.
Voilà donc pour ce nouveau dossier épineux au sein des Européens. Il y en a un autre ce soir et il nous vient de Londres. La Grande-Bretagne a en effet refusé aujourd'hui à Bruxelles d'augmenter sa production de pétrole de la mer du Nord. Et même, toujours dans l'hypothèse d'une crise, d'accorder une préférence pour ses livraisons à ses partenaires du marché commun. Voilà donc deux dossiers sur l'Europe énergétique en crise. Deux dossiers qui valent que nous interrogions le ministre de l'Énergie, le ministre de l'Industrie, André Giraud, que nous allons peut-être avoir s'il est revenu à temps de Bruxelles dans le courant de ce journal. Énergie toujours avec la proposition réitérée par le Parti communiste de relancer la production de charbon en France. On peut en arriver à une économie de près de 8 milliards de francs par an en pétrole et en devises, a dit Georges Marchais, qui en a profité pour répondre à l'accusation lancée par son camarade Jean Lenstein dans Le Matin. Le PC, disait-il, est en train de devenir à nouveau stalinien. Écoutez la réponse de Georges Marchais. Elle est brève, mais elle dit bien ce qu'elle veut dire. Écoutez-la. Restalinisation du Parti communiste français. Je dis c'est absurde. Et j'ajoute imbécile. Georges Marchais qui développait en disant qu'il restait dans la ligne du 22e et du 23e congrès du PCF. Politique encore avec ce nouveau document que publie demain le Canard enchaîné qui persiste et signe dans l'affaire des diamants. Il s'agit d'une instruction du président Bokassa demandant à l'un de ses ministres de s'informer sur l'état d'avancement de la préparation des plaquettes destinées au président Giscard d'Estaing en juillet 1974. La semaine dernière, sur Antenne 2, le chef de l'État nous disait que les cadeaux qu'il recevait quand il était président de la République étaient entreposés à l'Élysée. Et puis ce texte de François Mitterrand dans Le Monde aujourd'hui à propos des libertés et de l'État, le pouvoir, dit-il, a choisi l'ordre moral contre la liberté. Et il entretient un amalgame entre la sécurité et la sécurité du pouvoir établi. René Monory, le ministre de l'économie, envisage de ne plus reproduire, de plus produire, même tout court, des pièces de 50 francs. Elles vont bientôt coûter plus cher qu'elles ne rapportent en raison de leur teneur en argent. Et tout doucement, j'en arrive à la situation de l'or qui continue à monter et du dollar qui reste bien faible, Philippe Sassier. Oui, faute de pouvoir faire la guerre aux États-Unis avec des armes, l'ayatollah Khomeini a décidé de faire la guerre au dollar, aux banques américaines et au système monétaire international tout entier. Il essaie d'ébranler cette énorme masse monétaire. Ce Niagara monétaire de 1000 milliards de dollars, cela représente 5 années de salaire de tous les Français, sous des noms divers comme euro-dollar ou Asia-dollar. Ce sont tous les dollars qui, en dehors des États-Unis, circulent à la recherche d'un placement. Si d'un seul coup, ce Niagara monétaire qui est au-dessus de nos têtes prenait peur, si ces dollars se ruaient vers l'or, le franc suisse ou bien d'autres monnaies, eh bien le monde risque alors une véritable catastrophe financière. Il y a une deuxième raison à la faiblesse du dollar, c'est la hausse des prix du pétrole qui sera décidée dans une quinzaine de jours à Caracas. On parle au minimum de 10 à 15%, mais peut-être plus parce que les pays pétroliers sont très énervés par les extraordinaires profits des compagnies pétrolières américaines au troisième trimestre. Le bénéfice d'Exxon, c'est-à-dire Esso, pour 3 mois seulement au troisième trimestre, est de 1,1 milliard de dollars. Texaco a vu ses bénéfices augmenter de 211%, Standard Oil of Ohio de 191%. Puis donc des décisions peut-être à Caracas. Des décisions, parce qu'ils sont très énervés, évidemment, ce sont des chiffres qui ne les poussent pas à la modération. Puis il y a une troisième raison, bien évidemment, à cette faiblesse du dollar, ce sont les événements internationaux, les événements en Iran, bien évidemment, les troubles qui se sont produits dans les régions pétrolifères de l'Arabie saoudite, et puis l'anti-américanisme qui se développe toujours au Proche-Orient. Eh bien précisément, Philippe, l'Iran, l'Arabie saoudite, deux dossiers essentiels sur lesquels nous allons maintenant vous proposer de très beaux documents en images. Laissez-moi vous dire qu'auparavant, à Téhéran, rien de nouveau sur le sort des otages, qu'en revanche à New York, les membres du Conseil de sécurité se sont mis d'accord pour demander leur libération immédiate. Mais pour l'heure, visiblement, l'ayatollah Khomeini a d'autres soucis. Son référendum n'a pas été, semble-t-il, un plein succès. Il n'a pas derrière lui le pays tout entier. C'est évident dans le cas des républiques sunnites ou kurdes, mais cela apparaît aussi dans les grandes villes comme Ispahan, d'où notre envoyé spécial Philippe Rochaud nous adresse un très beau reportage. Lisez bien entre les lignes, regardez entre les images, c'est, vous le verrez, assez instructif. Au cœur de la République islamique, des églises, des chrétiens. Nous sommes à Ispahan, l'un des hauts lieux de l'islam iranien, dans le quartier de Djolfa, où vit la communauté chrétienne arménienne.
À Ispahan, ils ont 13 églises, mais les musulmans ont 190 mosquées. Dans l'Iran d'aujourd'hui, les chrétiens sont encore 200 000, mais les musulmans 30 millions. À l'origine, les chrétiens d'Ispahan ont été transplantés d'Azerbaïdjan dans cette ville au début du XVIIe siècle pour y développer le commerce et l'industrie. Ils ont toujours pu obtenir les mêmes droits que les musulmans, mais depuis l'avènement de la République islamique, ils ont peur. Peur d'être soumis à des lois purement musulmanes et à l'arbitraire du clergé chiite. Pour le référendum sur la constitution islamique, on leur a demandé par exemple de ne célébrer la messe que dans une seule église afin que la prière ne fasse pas oublier aux fidèles leur devoir de citoyens. La constitution islamique garantit dans les textes les droits des minorités, chrétiennes, juives et zoroastriennes, mais elle limite leur pouvoir en les écartant de certains postes de haute responsabilité. L'emprise toujours plus forte des religieux musulmans sur le pouvoir en Iran inquiète aujourd'hui les chrétiens. Ces gens nous ont confié qu'ils redoutaient cette islamisation des lois et de la Constitution et les pleins pouvoirs donnés à Khomeini. Mais pour parler devant les caméras, ils ont délégué Monseigneur Papian, évêque d'Iran et d'Hindoustan, qui pour ne pas mettre en danger sa communauté, préfère composer avec le pouvoir en place. C'est un référendum où, pour la première fois, les droits de la communauté arménienne chrétienne sont mieux représentés que dans la constitution précédente. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai dit aux gens de faire leur devoir de citoyen et de voter oui ou non, mais de voter et de bien regarder si ce référendum défendait ou pas les droits des chrétiens arméniens. Les prêtres eux-mêmes avaient été chargés par le Conseil de la Révolution de veiller au bon déroulement du référendum sur la constitution islamique dans les quartiers chrétiens. Ainsi, leur présence aux côtés des votants était une sorte de garantie morale apportée à la République islamique. En même temps, ils étaient responsables du maintien de l'ordre public aux côtés des gardiens de la Révolution. Les chrétiens, comme les autres, ont voté sans isoloir devant les organisateurs du référendum et à l'ombre des fusils. Des milliers de chrétiens ont pris le risque de refuser de voter. Le risque, car les organisateurs ont tamponné les cartes d'identité et les électeurs qui ont boycotté le référendum seront facilement repérables. Mais ceux qui sont venus ont voté oui à la constitution islamique, même monsieur le curé, afin d'épargner à ses ouailles un conflit avec les musulmans où la minorité chrétienne serait perdante. Nous sommes chrétiens, bien sûr, mais nous sommes avant tout iraniens. Nous devons voter oui pour faire progresser notre patrie, sinon nous ne pourrons plus vivre ici, nous serons considérés comme des ennemis. La constitution islamique ne laisse guère de choix aux chrétiens ni aux autres minorités. Cette vérité éclatait à Ispahan, où les plus belles mosquées servaient de centre de vote. Qui, dans ces sanctuaires de l'islam, a pu oser voter non à la nouvelle constitution? Qui, dans l'Iran de Khomeini, osera renier le pouvoir islamique et la toute-puissance du guide de la révolution? Qui osera enfin remettre en question la justice islamique qui s'installe progressivement sur le pays, bien souvent au mépris des droits des minorités? Tous les renégats ont été tués et capturés. Cette phrase prononcée cette nuit par les autorités saoudiennes semble donc mettre un terme officiel, en tout cas, à l'occupation de la grande mosquée de la Mecque en Arabie Saoudite. Depuis 2 semaines, vous le savez, des hommes dont on ne connaît pas encore la nationalité ni même les motivations avaient provoqué la mort de plusieurs personnes. Là encore, on ne connaît pas le nombre exact. Et on apprend, certaines informations en tout cas, nous laissent entendre que ces rebelles pourraient trouver la mort par décapitation. Le film étonnant
que vous allez maintenant voir a été réalisé le premier jour du pèlerinage de la Mecque. Il l'a été par des Algériens de confession musulmane, bien sûr, aucun journaliste chrétien n'ayant accès au lieu saint de l'islam. Et grâce à ce document, je pense que vous allez mieux comprendre ce qui s'est réellement passé à la Mecque. Sept minarets de 90 mètres de hauteur et 5 km de rempart. Mais c'est par la porte de la paix que le pèlerin entre à la grande mosquée, le jour où il réalise l'obligation faite aux musulmans d'aller à la Mecque une fois au moins dans son existence, si ses moyens le lui permettent. La Mecque, le but de toute une vie. Un but qu'ils sont chaque année plusieurs centaines de milliers à atteindre, une poignée d'heureux en regard de millions d'hommes, le 8e de la population mondiale qui se retrouve dans l'islam, aujourd'hui 700 millions de musulmans dans le monde. Au plus fort du pèlerinage, ils peuvent être 300 000 à pouvoir faire à pied ou porter sur des brancards s'ils sont infirmes, 7 fois le tour de la Kaaba, c'est le premier rite du voyage à la Mecque. 10 mètres de haut, drapée de noir, des gardiens doivent la protéger des millions de mains qui voudraient toucher la pierre. C'est ici qu'a commencé il y a 2 semaines la prise de la grande mosquée par un commando armé. Les auteurs de cet assaut s'étaient, dit-on, vêtus comme les pèlerins, de 2 pièces de tissu blanc pour symboliser l'égalité de tous devant Dieu. C'est ainsi qu'ils auraient réussi à ne pas attirer l'attention des gardiens de la mosquée. Leurs armes, dit-on encore, ils les auraient introduites dissimulées dans des cercueils. Dans la panique qui aurait suivi les premiers coups de feu, un très grand nombre de fidèles auraient pu s'échapper avant que les portes ne soient refermées. Plus tard, le reste des pèlerins se serait enfui à la faveur d'un assaut donné par la garde nationale. Il suffit néanmoins d'être le témoin de cette incroyable affluence au pèlerinage pour comprendre que l'on peut prendre au sérieux le chiffre de 1600 victimes qui a été avancé à la suite de ces événements. Le second moment fort du pèlerinage à la Mecque, c'est le Safa et le Marwa. 7 fois de suite, il s'agit de revivre le trajet effectué dans le désert par la femme d'Abraham pour sauver son fils Ismaël. Ce n'est qu'à la 7e fois que Dieu avait fait jaillir du désert l'eau salvatrice d'une fontaine qui coule aujourd'hui encore à l'intérieur de ce qui est devenu la grande mosquée. Aujourd'hui, faire Safa et Marwa, c'est accomplir ce même trajet, mais sous une galerie de 700 mètres de long. Cette galerie, filmée il y a 2 ans par des journalistes musulmans à l'occasion d'un reportage sur le pèlerinage de la Mecque, a été lors des événements du mois dernier l'un des endroits où les combats ont été les plus violents entre le groupe terroriste qui s'y était retranché et les forces saoudiennes. Les colonnes de la galerie portent désormais la trace de très nombreux impacts de balles. C'est à la suite des combats que les insurgés ont trouvé refuge à l'intérieur des innombrables galeries souterraines de la mosquée. Ces assaillants étaient-ils venus participer à la proclamation d'un nouveau Mahdi, c'est-à-dire d'un héritier spirituel de Mahomet? C'est au moins ce que l'un d'entre eux affirmait. Il suffit cependant d'être le témoin de manifestations de foi religieuse aussi intenses que le pèlerinage de la Mecque, sans égal dans aucun culte connu, pour comprendre la condamnation des autorités islamiques. Les autorités saoudiennes n'ont vu dans ces événements, les premiers du genre à la Mecque, qu'un sacrilège. Mais bien sûr, à travers cette affaire, c'est tout le pouvoir politique qui était visé. Si l'Arabie saoudite est le gardien des lieux saints islamiques dans le monde,
si l'Arabie saoudite accueille chaque année des millions de pèlerins, symbole de la force de la foi et du renouveau religieux, l'Arabie saoudite est aussi et surtout le premier producteur de pétrole dans le monde. Sa stabilité intérieure repose sur l'ordre religieux, mais de sa stabilité intérieure dépend aussi la stabilité du monde occidental. Voilà, avec ces 10 minutes en images sur l'Iran et l'Arabie saoudite, je pense que nous saisissons mieux la réalité de cette région déstabilisée. C'est un mot à la mode, mais je crois que c'est vraiment le mot qui concerne directement ce problème d'aujourd'hui. Déstabilisation aussi un petit peu de l'Europe. Comme promis, nos moyens techniques ont pu joindre André Giraud, ministre de l'Industrie. Monsieur le ministre, nous avons appris à Bruxelles que la Grande-Bretagne refusait d'augmenter sa production pétrolière et surtout de vous d'accorder d'une façon générale à ses partenaires européens des conditions particulières. Alors, on a envie de vous dire, dans ces conditions-là, l'Europe est en train de se désagréger. Pourquoi continuer à discuter avec des gens qui ne veulent pas faire l'Europe? Ce n'est pas tout à fait ça qui s'est produit. La réunion que nous avions à Bruxelles avait pour objet de fixer les chiffres d'importation de chaque pays européen pour l'année 1980. Comme vous le savez, la France a fait un effort particulier d'économie de pétrole et le chiffre qu'elle a présenté en tient compte. Alors il m'a semblé nécessaire, au moment où on a arrêté ces chiffres, de faire reconnaître cet effort particulier de la France, ce qui a été fait d'ailleurs à l'unanimité des 9 pays membres, de façon à ce que si nous venions à connaître une nécessité de réduction de l'approvisionnement, eh bien la France n'est pas à fournir une deuxième fois cet effort que les autres n'ont pas fourni. Ceci a été obtenu à l'unanimité. Et puisque nous en étions là, il m'a paru également bon de proposer au Conseil de rappeler que dans cette circonstance où il y aurait donc une pénurie d'importation pétrolière, le pétrole de la mer du Nord serait orienté préférentiellement vers les pays de la communauté. Et là, les Anglais vous ont dit crûment non. J'ai eu la satisfaction de constater que cette proposition était appuyée par 7 pays membres sur 9. Il est exact que la Grande-Bretagne ne s'est pas associée à cette déclaration et les Pays-Bas non plus. C'est visiblement une mesure de rétorsion après l'affaire de Dublin? Non, je ne le pense pas, mais puisqu'on avait beaucoup insisté à Dublin sur la nécessité de la solidarité européenne, il me paraissait effectivement assez opportun de rappeler aussi cette notion de solidarité européenne au moment où on parlait de pétrole. Monsieur le ministre, on a montré du doigt les Anglais, on pourrait vous montrer vous du doigt parce que dans l'affaire du Rhin pollué, vous, gouvernement français, ne tenez pas vos engagements. Ce n'est pas tout à fait exact. Le gouvernement français a signé la convention dont vous parliez tout à l'heure. Mais vous n'avez pas fait ratifier. Et la ratification présente quelques difficultés au niveau du Parlement. Le gouvernement, bien sûr, en est tout à fait désolé, mais ce n'est pas lui qui est préférentiellement en cause. Un dernier mot, monsieur le ministre, puisque nous avons beaucoup parlé pendant ce journal des problèmes de l'énergie, le sommet de Caracas en 15 jours, vous avez peur? Est-ce que la France peut tenir ce nouveau choc d'un relèvement qui sera sans doute important des produits pétroliers? J'ai justement rencontré aujourd'hui le ministre du pétrole vénézuélien. Nous en avons parlé, bien sûr. La situation est très incertaine. Chacun comprend très bien que la situation pétrolière internationale est très troublée, très confuse. On ne peut pas savoir ce qui va se passer à Caracas et personne ne peut être optimiste. Je vous remercie, monsieur Giraud. Un mot encore sur la politique étrangère pour vous dire que Jimmy Carter, qui devrait être candidat d'une minute à l'autre, et peut-être allons-nous même pouvoir diffuser sa candidature en direct, Jimmy Carter fait un bond dans les sondages et dépasse maintenant de justesse Edward Kennedy. Sans doute le président a regagné des points grâce à son attitude ferme dans l'affaire iranienne. Malgré cela, Ted Kennedy a accusé le président américain de passivité. Un concert de musique pop qui commence par une tragédie. 11 personnes sont mortes après une bousculade gigantesque pour assister au spectacle donné par les Who. Les Who, cela se passait à Cincinnati aux États-Unis.
À l'origine de ce drame, plusieurs milliers de jeunes fans du groupe britannique, furieux de ne pouvoir assister au concert, ont tenté de pénétrer de force dans le théâtre. Toutes les victimes ont été mortes, étouffées ou piétinées. 11 morts, je vous le répète. Un procès avorté, la Ligue française contre la vivisection avait intenté une action contre le professeur Sarl de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui pratique sur des animaux des expériences qui se déroulent dans des conditions inadmissibles, disent ceux qui ont porté plainte. Les juges ont déclaré irrecevables les citations des plaignants, ce qui a choqué l'un des témoins très attendus de ce procès, Brigitte Bardot, que nous écoutons maintenant. Ces pauvres animaux meurent dans des souffrances ignobles, intolérables, trop raffinées, c'est affreux. Alors évidemment, ce sont eux qui pâtissent, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment, parce que tout le monde a dit ce que je pense. Vous aviez mis beaucoup d'espoir dans ce procès. Aucun. Non, c'est-à-dire que... Aucun du point de vue du... À partir du moment où on s'attaque à une institution, il est très difficile de gagner du premier coup. Ce qu'il faut, c'est remuer l'opinion publique, que les gens sachent ce qui se passe. Mais c'est abominable. Moi, j'ai des documents à faire frémir. Ce sont des nazis, c'est atroce. Et quand je le dis, c'est vrai. Prix littéraire suite et fin, le prix Chateaubriand revient à Vladimir Volkov pour son roman d'espionnage, espionnage si l'on veut, Le Retournement. Le prix interallié décerné à des journalistes revient à Cavana pour les Ruskov, célèbre pour son anticonformiste à Charlie Hebdo et à Harakiri, qui fête son 20e anniversaire. Il n'est pas contradictoire pour Cavana de recevoir une véritable consécration littéraire. Je pense que nous n'allons pas entendre Cavana parce que Jimmy Carter est là. Je pense que Cavana ne va pas nous en vouloir, car Jimmy Carter, dans la seconde qui devrait suivre, va nous annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Philippe Châtenay suit donc cette réunion de presse qui se déroule en ce moment même, en direct, sous vos yeux. Les applaudissements extrêmement nourris qui accueillent le président Carter prouvent l'incroyable élan de popularité qu'il a connu ces dernières semaines, dû à son attitude ferme en Iran. Thank you very much. I speak to you this afternoon at a somber time. Je vous parle dans des temps très sombres. 50 Américains sont toujours otages en Iran. Hostages of a mob. Ils sont les otages d'une foule déchaînée. Cette crise, précipitée par un acte illégal, a mérité la plus proche attention que j'ai pu consacrer au problème. Mais dans nos gouvernements démocratiques, où nous nous gouvernons nous-mêmes, nous gardons certains principes. Chaque 4 années, les bonnes années et les mauvaises années, en temps de paix et en temps de guerre, en temps de crise et en temps de calme, le peuple américain choisit leur président. Il en est ainsi depuis 1789 et il en sera ainsi l'année prochaine. Pendant un mois, j'ai réduit mes activités politiques et j'aurais préféré retarder cette annonce. Pourtant, les lois électorales dans certains États demandent que je me déclare officiellement. Ainsi, formellement, je déclare que je suis un candidat à la réélection comme président des États-Unis. Bien, nous avons vécu donc en direct, tout à fait en direct, cette annonce de candidature, ce qui a légèrement décalé la fin de notre journal. Pardon à Armand Jameau et au dossier de l'écran. Voici maintenant la météo assez rapidement. Aujourd'hui, de faibles pluies passagères sont tombées sur la Bretagne et sur la Normandie. Sur le reste du pays, des températures, vous pouvez le constater, toujours aussi printanières. Demain, et bien sûr les régions côtières de la Manche, le temps sera nuageux et pluvieux. Partout ailleurs, et pourvu que ça dure, un temps doux et ensoleillé.
Les derniers développements de l'actualité aux alentours de 23h30 avec Pierre Alain qui recevra en direct l'ambassadeur des Pays-Bas qui pourra commenter donc l'ambassadeur des Pays-Bas qui a été rappelé et qui sera rappelé demain par son gouvernement à La Haye pour commenter l'affaire de la pollution du Rhin. Et puis demain, le premier journal de la rédaction d'Antenne 2, comme d'habitude à 12h45, une édition présentée par Patrick Lecoq. Voilà, ce journal très riche en documents, en témoignages et en direct de tout genre est terminé. Merci de l'avoir écouté. Bonsoir et à demain.